Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Georges Bensoussan. Bonjour, Sonia Mabrouk. Et bienvenue. Vous êtes historien, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Les origines du conflit israélo-arabe. C'est important avec vous, Georges Bensoussan, d'essayer d'avoir un peu de recul dans ce contexte inflammable. Et il y a en ce moment un hôpital qui concentre toutes les attentions et qui est le symbole d'une situation inextricable, l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Hier, Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté le bombardement de cet hôpital. Les États-Unis démentent avoir donné le feu vert à Israël pour intervenir. Et l'armée israélienne, depuis hier, publie des images de stocks d'armes et d'uniformes de Hamas. Georges Bensoussan, de quoi cet hôpital est devenu le symbole aujourd'hui ? En fait, cet hôpital Al-Shifa est le centre de commandement du Hamas depuis les années 2007-2008. L'ONU, en 2009, avait déjà dénoncé l'hôpital Al-Shifa pour cacher des armes sous les salles d'opération, sous les salles de pédiatrie, etc. Mahmoud Abbas avait dit la même chose en 2014, me semble, oublié. Et donc, depuis longtemps, c'est un secret de polichinelle en Israël, mais comme dans tous les états-majors, que l'hôpital Al-Shifa, c'est le centre de commandement. Alors, la question pour Israël était la suivante. Faut-il ou non s'attaquer au centre de commandement du Hamas alors qu'il est situé sous un hôpital? Et ce à quoi on a assisté hier, c'est que l'armée israélienne a pris l'hôpital sans donner l'assaut. Elle l'a pas détruit. Souvenez-vous de l'hôpital de Mossoul. Quand les Américains l'ont pris, ils l'ont rasé littéralement. Hier, on a vu les images, ils n'ont rien détruit. Ils sont entrés par le service des urgences, puis ils ont gagné les souterrains, ils ont assuré la vie et la survie, ils ont apporté du matériel médical. On est en présence dans ce conflit d'une inversion des réalités, d'un retournement de l'agresseur en agressé qui stupéfie et qui, je crois, stupéfiera les historiens dans 20 ans. C'est quelque chose de très significatif, ce qui est en train de se passer ici. Avec, j'allais dire, non pas l'aval, mais en tous les cas, tout cela est nourri par les déclarations aussi des pays occidentaux. Quand je vous cite ce que dit le président français, le président américain, est-ce qu'il contribue par ses déclarations à cette inversion ? Alors, le président américain est tenu à une certaine neutralité, mais on se demande pourquoi. Washington devrait donner le feu vert à l'armée israélienne pour lancer une offensive. Les intérêts de l'État d'Israël dépendent de l'État d'Israël et de lui seul. En revanche, en ce qui concerne la déclaration du président Macron, il est difficile de la commenter parce qu'elles sont erratiques, elles sont absolument illisibles. On ne comprend plus rien, ni en politique étrangère, ni en politique intérieure. Donc, pourtant, Georges Bensoussan, hier encore, le président affirme justement que ce ne sont pas des revirements, mais c'est une situation et une politique d'équilibre, a-t-il dit. D'équilibre entre qui et qui ? Entre un agresseur et un agressé. Toute la subtilité de ce conflit, et c'est le drame d'ailleurs pour les deux partis, palestiniens et israéliens, c'est que les apparences donnent tort à l'État d'Israël. Alors, en l'occurrence, ici, il a été agressé le 7 octobre. Alors, que fallait-il faire ? Ne pas réagir ? Il devait réagir. Il a eu 1400 morts en une journée, l'équivalent de 12 000 tués en France. Est-ce que la France n'aurait pas réagi ? 40 000 tués aux États-Unis. Les États-Unis n'auraient-ils pas réagi ? On sait comment les États-Unis auraient réagi. Ils auraient tout détruit sur leur passage. Ce n'est pas le cas de l'État d'Israël. C'est intéressant ce que vous dites, Georges Bensoussan, parce qu'il y a quelques jours sur cette antenne, sur CNews, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a exhorté Israël à ne pas répéter les erreurs du passé, et en particulier les erreurs des États-Unis, qui, dit-il, en luttant contre le terrorisme, a fini par nourrir la bête immonde du terrorisme. Est-ce que ce n'est pas ce qu'est en train de faire Israël ? Alors, il a raison, Dominique de Villepin, sur la première partie. Effectivement, réagir comme les États-Unis, c'est nourrir la haine, nourrir le ressentiment et élever les nouvelles générations terroristes. Il se trouve que l'État d'Israël, on le voit, il suffit simplement d'écouter les correspondants militaires, il suffit d'écouter les généraux qui s'expriment sur différents plateaux, n'a pas la même position, la même tactique militaire que celle des États-Unis. Ils ne détruisent pas tout systématiquement sur leur passage, ils avancent lentement, progressivement. Il y a déjà plus de 3 semaines qu'ils ont lancé cette offensive autour de Gaza sur un territoire extrêmement réduit. Ça signifie qu'ils veulent réduire les pertes des deux côtés. Non pas des terroristes du Hamas, cela évidemment, ils les ont en ligne de mire, mais des populations civiles. Ils sont conscients qu'il faut préparer l'avenir. Un jour ou l'autre, il faudra vivre avec cette population. C'est-à-dire préparer l'avenir, parce que ce que reprochait Dominique de Villepin, c'était seulement une stratégie militaire et pas la moindre voie ni opportunité politique. Écoutez, si l'État d'Israël, et je ne suis pas ici son porte-parole, n'avait eu qu'une stratégie militaire, ils auraient déjà détruit en 48 heures l'ensemble de la zone de Gaza City. Donc les propos de Villepin sont ineptes. Inepte, dites-vous. Absolument inepte, oui. C'est lourd de sens, oui, venant de votre part. Je le redis. Absolument. Cela inepte. Vous a un peu interpellé? Ce sont des propos partiels et partiaux. Ce ne sont pas des propos d'un homme qui se veut au-dessus de la mêlée, qui tente de ramener la paix et le calme dans la région. Si vous faites d'une seule partie
le coupable, par définition et par éternité, vous ne serez pas entendu par lui. Il faut voir les torts des deux côtés et voir comment ménager l'avenir demain, parce que ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens, c'est ce qui s'est passé entre Allemands et Français en 1919. Vous savez ce que disait Clémenceau, le père de la victoire, cette très grande figure française, en 19. Il disait « Il faut nous accommoder de ces 70 millions d'hommes et de femmes qui vivent à côté de nous ». Il avait l'attitude la plus respectable sur ce plan-là, alors que Foch était partisan d'une position très dure. C'est Clémenceau qui avait raison. Et l'état-major israélien n'est pas composé d'un ramassé d'imbéciles. Ils savent très bien qu'il faudra demain s'accommoder de cette population et vivre avec eux en bonne intelligence. Pour préparer et ça n'est pas facile. Bien sûr. Et demain, Georges Bensoussan, encore faut-il reconnaître pleinement ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce n'est malheureusement pas le cas pour certains, pour beaucoup. Les vidéos des massacres ont été diffusées à une partie de la presse, également aux parlementaires français. Et la question se pose, est-ce que de telles images pourraient un jour être diffusées à un large public et est-ce qu'elles pourraient servir, selon vous, à contrer le poison du négationnisme ? C'est une question difficile que vous posez là. Est-ce qu'elle serait utile dans une diffusion massive? Je n'en suis pas forcément certain. Elle pourrait convaincre les gens qui de bonne foi doutent, certainement, mais il y a un certain nombre de gens qui doutent par principe, c'est-à-dire dès lors qu'ils ont défini l'agresseur, le coupable, par essence, si vous voulez, toutes les images que vous pourrez leur montrer ne leur suffiront pas comme preuve. A fortiori, quand l'intelligence artificielle s'en mêle, ils pourront vous dire ce sont des montages, ce sont des fake news, ce sont des images fabriquées par les Israéliens. Bon. À partir du moment où vous avez décidé qu'une des parties est coupable par essence, ontologiquement coupable, si vous voulez, vous pouvez apporter toutes les preuves que vous voudrez. Pourquoi? Parce que c'est Israël. Je termine d'un mot. C'est un peu comme les négationnistes de la Shoah. Apportez-leur 10 000 preuves de l'existence d'Auschwitz, ils ne vous croiront pas, et même ils diront que plus vous apportez des preuves, et plus c'est la preuve qu'il y a un complot juif pour démontrer la pseudo-existence de l'extermination des Juifs d'Europe. Vous êtes en présence d'une logique mentale contre laquelle la raison a peu de prise. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que ce serait très utile auprès du grand public? J'en suis pas certain. Auprès des responsables, auprès des décideurs, auprès des politiques, auprès des journalistes, auprès même peut-être d'un certain nombre d'enseignants qui le voudraient bien, pourquoi pas? Oui. C'est assez inquiétant parce que c'est une situation inextricable que vous décrivez, Georges Bensoussan. Et puis, il y a aussi ce qui se passe en Cisjordanie, on en parle peu. Comment vous décrivez ce qui est en cours en Cisjordanie? C'est en cours en Cisjordanie, je le crée de deux façons. Premièrement, les agissements que laissent faire ces deux ministres illuminés que sont Ben-Gvir et Smotrich sont le résultat, hélas, d'un refus arabe systématique qui a nourri le radicalisme juif. Si vous voulez, l'extrémisme des uns nourrit l'extrémisme des autres. Et ça, c'est une tragédie. La deuxième chose, c'est que je suis convaincu, pour connaître la société israélienne, que Ben-Gvir et Smotrich ne représentent presque plus personne en Israël. Certes, une minorité de l'électorat, peut-être 15%. Mais un sondage dans Maariv, le grand quotidien israélien, publié hier, disait que 74% des Israéliens faisaient confiance à Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée, et 4% seulement faisaient confiance à Netanyahou quand il s'exprimait sur les opérations militaires. Ça veut dire que ce gouvernement n'est plus crédible auprès de la masse des Israéliens. Si demain il y avait des élections, il serait balayé. La colère de ce qui me revient d'un certain nombre de sources israéliennes, la colère contre l'équipe dirigeante est intense. Et en particulier contre ces deux excités-là, dont je rappelle quand même que dès qu'il y a eu les agissements en Cisjordanie, qu'ils ont laissé faire les résidents des implantations, les colons, avec des armes, en distribuant des armes. Yoav Galant, ministre de la Défense, Herzi Halevi, chef d'état-major, et le chef du Shabak, les services de sécurité intérieure, ont convoqué Ben-Gvir pour lui dire de faire cesser cela immédiatement. À quoi Ben-Gvir a rétorqué « Je n'ai pas d'ordre à recevoir du ministre de la Défense ». Voilà la situation. Donc je veux dire par là que ce qui se passe en Cisjordanie est déplorable, mais je pense que ce n'est qu'une parenthèse. Quand les armes se tairont, quand il sera venu le moment de rendre des comptes, ces deux-là rendront des comptes et ce gouvernement sera balayé. Il y a aussi les conséquences évidemment en France. Georges Bensoussan, quelle suite après la marche contre l'antisémitisme? Les actes antisémites explosent. Indignation ce matin après les dégradations sur une dizaine de stèles juives dans l'Oise. Est-ce que le président de la République aurait dû y être? Est-ce que c'était un symbole ou est-ce que finalement vous dites bon, sa présence n'était pas si nécessaire que cela? À partir du moment où la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre les actes anti-musulmans, s'ils venaient à proliférer dans le pays, sont une cause nationale parce que ça porte atteinte à la paix civile,
Alors, le président de la République, à sa place dans la marche, François Mitterrand l'avait montré, pour une exaction qui était infiniment moindre que ces 1500 et quelques actes antisémites déplorés en un mois, je crois, en 5 semaines. Oui, Emmanuel Macron avait sa place dans la marche, il a fait une erreur politique. Comment est-il arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas être là? Certains citent les conseils. En tout cas, a-t-il été influencé par des voix comme celle de Yacine Bellatar, condamné pour menace de mort, qui aurait, selon le magazine L'Express, conseillé les conseillers du président, quand même avec cette phrase, je trouve édifiante. Il aurait dit que ce serait une erreur irréparable d'être présent pour le président. Écoutez, si les faits sont avérés, je n'en sais rien, si les faits sont avérés, s'il a pris conseil par le biais de ses conseillers, bien sûr, auprès de Yacine Bellatar, qui est un humoriste, rappelons-le, qui n'est pas un politique, ni un journaliste, ni un intellectuel, alors c'est à peu près de la même eau que la minute de silence qui a été respectée à l'Assemblée nationale pour la mort de Naël, au fin juin ou début juillet, je crois, 2023. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle prendre conseil auprès d'un humoriste avant de prendre une décision capitale? Imagine-t-on le général de Gaulle recevoir Fernand Reynaud pour lui demander ce que pourrait penser la France profonde de sa participation à telle ou telle action? Où en est arrivée la fonction présidentielle? Où en est-on arrivé dans la désinstitutionnalisation de la société? Au sens où le principe d'autorité s'est effondré et où cette présidence-là ne l'incarne plus. Abaissement de la fonction et crainte aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron a peur? Hier, sur cette antenne également, en tout cas sur CNews, on a entendu Éric Zemmour, dans l'émission L'Heure des Pros, affirmer que c'est le président de 2 peuples. C'est une phrase lourde de sens, de 2 peuples dans un même pays. Je crois que c'est une phrase dangereuse. On ne peut pas parler de 2 peuples. On doit, quand on est un président de la République et quand on est un responsable ou un intellectuel, continuer à considérer qu'il n'y a qu'un seul peuple, même si nous savons qu'en réalité, effectivement, les fractions sont terribles, les coupures sont là, mais en les disant, nous ne faisons que les aggraver souvent. Il faut partir de l'idée qu'il ne peut y avoir qu'un seul peuple en France et colmater les brèches sur le fond et atténuer les tensions entre les différentes communautés, mais ne pas jouer une communauté contre l'autre, surtout pas. Pour conjurer quel risque? Celui d'une guerre de civilisation que certains décrivent comme étant déjà présente? Oui, la guerre de civilisation, elle est là, bien sûr. C'est indéniable, c'est vrai. Elle est là? On l'a vu? Bien sûr, mais bien sûr qu'on l'a vu. Face à qui, Bien sûr qu'on l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre une partie de cette population qui s'insurge contre les valeurs de l'Occident, contre les valeurs des Lumières et qui prône une forme de séparatisme, de communautarisme, au nom d'un islam intégraliste ou littéraliste, qui n'est pas l'islam du quotidien de la masse des musulmans français, qui est l'islam d'une petite minorité, mais qui fait entendre sa voix, et une voix démesurée, qui a un écho considérable. Quand je pense que vous l'avez dénoncé depuis tant d'années, je rappelle à chaque fois cet ouvrage sur les territoires perdus de l'Empire que vous avez dirigé il y a 30 ans. 21 ans. 21 ans. Oui. Boualem Sansal a alerté la France et dit mais ce qui est arrivé en Algérie dans cette terrible décennie noire, période noire, peut arriver en France. Oui. Il l'a dit, il l'a redit à plusieurs reprises, il n'a pas été écouté. Il est maintenant menacé en Algérie, vous le savez, peut-être directement alors menacé. Alors qu'il vit sur place. Alors qu'il vit sur place et qu'il est témoin il y a encore 2 ou 3 mois. Je ne révèle aucun secret en disant qu'il est maintenant en danger, et en grave danger en Algérie. Oui, effectivement, tout ça a été dénoncé depuis longtemps, on n'a pas voulu entendre. La politique du pire, c'est celle qui consiste à mettre un silence gêné sur toutes ces réalités. Mais ça n'est pas en disant qu'il y a 2 peuples, forcément, aujourd'hui, qu'on va colmater les brèches. On peut constater sociologiquement que 2 peuples se dressent l'un contre l'autre, et encore, nuançons quand même le propos, mais il faut faire en sorte de réparer ce qui risque d'être un divorce considérable. Même si c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui avait dit attention, oui, côte à côte. Mais il avait déjà juste dit. Pourquoi? Parce qu'il avait compris, lui, comme d'autres d'ailleurs, avant lui, que la meilleure façon de réparer une société civile qui se déchire, c'est de désigner ce qui est en place, de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, et surtout de ne pas pratiquer la politique du pire qui consiste à dire « circuler, il n'y a rien à voir, on met la poussière sous le tapis ». Ça, c'est important. Et ce qui se passe avec le conflit israélo-arabe, israélo-Hamas, plutôt, en l'occurrence ici, c'est effectivement le miroir de ce qui est en train de se passer en France. Vous avez... le miroir. Le miroir, oui, dans la mesure où vous avez... Nous pourrions avoir exactement les mêmes conséquences, alors? Pas forcément les mêmes conséquences, mais vous avez une partie de la population qui manifeste avec comme slogan « de la mer, la Palestine sera libre de la mer au Jourdain », c'est-à-dire éradication de l'État d'Israël. C'est-à-dire que là, on est avec des slogans qui sont des slogans de guerre civile. Alors, pour conclure, Georges Bensoussan, qui aujourd'hui, croit en la solution des 2 États? Qui? Il le croit vraiment?
Aujourd'hui, la situation est prématurée pour poser la question dans de tels termes, parce que ce que le Hamas a fait le 7 octobre, c'est qu'à certains égards, il a ruiné la solution à deux États. Mais pour l'instant, si vous voulez. Mais moi, ce qui me frappe, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce conflit a une dimension planétaire qu'il ne mériterait pas d'avoir. C'est un conflit ridiculement petit qui concerne peu de population et il enflamme la planète d'un bout à l'autre. Il y a une telle passion dans ce conflit que la raison a totalement capitulé, que les faits ont totalement disparu, que les croyances l'ont emporté sur les faits, que chacun croit connaître ce conflit et apporte son opinion là-dessus. Et il y a quelque chose qui, dans les derniers développements, m'a fait penser à la guerre d'Algérie, c'est le silence de Camus. À partir de 1958, après le prix Nobel, Camus garde le silence. Et je veux dire pourquoi. Parce que Camus était victime de ce lynchage, de ce traficotage des faits, de cette mauvaise foi, de ce cynisme au moment de la réception du prix Nobel. Lorsqu'au moment de la réception du prix Nobel, cet étudiant algérien lui parle de justice à propos des attentats, nous sommes en pleine bataille d'Alger. Camus lui répond ceci. Il lui dit « Monsieur, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en décembre 1957, à Alger, ma mère est peut-être dans l'un de ces autobus qui va exploser. Si c'est ça le visage de votre justice, je préfère ma mère à la justice. » Point final. Vous connaissez la suite ? On a tronqué sa phrase et on a gardé que « je préfère ma mère à la justice ». On a oublié tout ce qu'il y avait avant. Tout ce qui se passe médiatiquement avec le conflit Israël-Hamas aujourd'hui me fait penser à cette malhonnêteté qui a entouré Albert Camus et qui l'a condamné, ou du moins qui s'est retranché dans ce silence jusqu'à sa mort en 1960. Un silence de chagrin, profondément, parce que c'était sa patrie. Eh bien, dans ce contexte, merci d'avoir pris la parole. Georges Bensoussan, c'était votre grande interview. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sonia.